canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Vous connaissez très bien mon invité, vous l'avez vu récemment vous l'avez vu car il était venu nous parler d'un livre sur un film de Tarkovsky. Pour le coup, c'est un film de Tarkovsky et de Tonino Guerra. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit pendant l'émission. Le livre, c'est sur Nostalgia, édité chez 202 Éditions. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Un autre livre, édité chez Yellow Now, dans la collection Côté Cinéma Motif. Et le titre de livre, c'est L'attrait de Jeanne d'Arc. Alors, c'est une collection, il y a plusieurs formes d'attrait. Et là, aujourd'hui, c'est L'attrait de Jeanne d'Arc. Voilà, je vous montre un peu la couverture comme ça. Et donc, Maurice Darmon nous a écrit ce petit livre. En tout cas, dans le descriptif, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous le procurer. Et comme d'habitude, je pose la question. Comment allez-vous, Maurice ? Très bien, monsieur. Très bien. Alors, comme dirait le je ne sais plus qui dans je ne sais plus quelle pièce, si c'est le Bourgeois Gentilhomme, je crois, ou les Fourberies de Scapin, non, je ne sais plus qui disait, mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ? J'ai envie de vous dire, c'est pas une galère, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de questionner, comment on pourrait dire ça, les différentes figures de Jeanne d'Arc, et dans le cinéma, mais aussi dans ce que ça dit du monde. D'abord, je suis très content de pouvoir parler de Jeanne d'Arc le 2 mai, alors que le 1er mai, pendant des années, le Front National s'est accaparé le personnage de Jeanne d'Arc pour se donner une sorte de nimbe de sainteté. Et ça, c'est quelque chose qui date seulement environ depuis le moment, à la fin du 19e siècle, où le Vatican a tenté d'en faire une béate puis une sainte, et que Jeanne d'Arc est tombée dans ce piège. Elle qui est morte de l'Église, c'est quand même un comble que l'Église ait voulu la récupérer comme sainte, sans faire d'abord son autocritique par rapport à ça. Il faut savoir que Jeanne, c'est plutôt une héroïne des révolutionnaires, que ça a été un personnage qui a été étudié par Michelet, qui est donc quelqu'un qui a mis sur l'accent, au contraire, sur l'aspect de révolutionnaire et de révolte et de révolutionnaire populaire. Évidemment qu'elle a l'air de son temps, elle voit des faits, c'est une sorcière. Elle voit, elle entend des voix, elle a cette religion populaire qui est contre l'Église. Alors, venir aujourd'hui nous faire toute une histoire à partir de 1900-1920, parce que, en effet, l'Église avait besoin après la Commune, elle avait besoin du Sacré-Cœur de Montmartre, après elle avait besoin d'une sainte pour se rentrer dans le siècle, mais même Aragon a fait des poèmes sur Jeanne comme étant une héroïne de la résistance. Et j'avais dit dans une autre émission que j'avais eu un moment communiste dans ma vie, comme Maurice Thorez, etc., et le Parti communiste considérait que Jeanne d'Arc faisait partie de leur histoire. Alors, il y a une bataille autour de Jeanne d'Arc, en réalité. Il y a une bataille terrible politique que le cinéma, à sa façon, va épouser et dont il va rendre compte dans bien des étapes de son affaire. Alors, je suis d'abord content de ça, que ça se passe aujourd'hui, parce que peut-être que si on avait parlé en décembre, j'aurais oublié que le 1er mai, qui est la fête des travailleurs, avait été aussi la fête de Jeanne d'Arc pendant longtemps pour le Front National. Voilà. Il y a d'ailleurs un petit segment qui a été fait par Agnès Varda et Jane Birkin, où je n'aime pas ce petit segment, je n'en ai pas parlé, parce que d'abord, il y a je n'ai que 100 pages pour parler de tout ça. La formule était comme ça. Mais où l'intention d'Agnès Varda, en faisant ce film avec Jane Birkin, en Jeanne d'Arc, était de critiquer justement cette façon qu'avait à l'époque le Front National de faire les choses. Et probablement qu'il y a aussi en 95 cette idée chez Jacques Rivette lorsqu'il fait la Sandrine Bonnaire, enfin la Pucelle,
dont on pourra reparler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie de dire qu'est-ce qui m'attire? Parce que l'attrait de Jeanne d'Arc, vous avez dit vous-même, la collection est dirigée par Dominique Paigny, et quand je lui ai proposé de faire quelque chose autour de Jeanne d'Arc, il m'a dit « Ah ben oui, très bien, ça ira très bien dans notre collection parce que je fais l'attrait de l'ombre, les nuages, les miroirs, la lumière, l'oubli, l'illusion, les fantômes, le téléphone, et même les toilettes. Hein, dans Oui, l'avant-dernier je l'ai fait. On l'a livre fait de cette émission. Meyer, l'attrait des toilettes, hein, dans l'attrait du silence, l'attrait du flou, l'attrait de Van Gogh, enfin, il y en a 20. Je ne les ai pas tous cités, mais peut-être presque tous. Bon, rapidement comme ça. Et il me dit, quand il me dit, voilà, parce que cette collection, je voudrais que ça soit, c'est décrit d'ailleurs noir sur blanc dans leur texte, je voudrais que ces livres soient une sorte d'iconologie, dit-il, un travail sur le détail qui semble banal dans les films, un motif. Alors lui, la collection s'appelle Motif aussi, hein, un motif particulier pour mettre des films en relation et faire apparaître les coïncidences, encore un mot que Paigny aime beaucoup, entre les cinéastes. Il insistait particulièrement sur la notion de motif. Moi, ça m'allait pas. C'est normal, hein, de sa part, parce qu'il est commissaire d'exposition, il a fait c'est lui qui a inventé l'exposition de cinéma, hein, et c'est lui qui a fait les plus belles grandes expositions de cinéma du XXe siècle. Mais il voulait cette notion de motif parce qu'elle était dans son titre, ça faisait partie de sa charte. Mais la notion de motif ne m'allait pas tout à fait parce que la notion de motif, elle renvoie à la présence d'un objet, comme il dit lui-même, banal, un téléphone, des nuages, etc., dans un film dont c'est pas le sujet, mais qui court à travers le film et qui sert en effet de moteur secret, comme il y en a beaucoup, hein, Tarkovsky aussi d'ailleurs, qu'il y en a beaucoup, et c'est ça qu'il voulait lui traquer un peu. Que veulent dire la neige, les cafés, les fantômes, le silence, le téléphone dans les films? Alors c'est vrai que si vous questionnez le téléphone, par exemple, hein, bien sûr, si c'est la voix humaine de Cocteau, c'est le sujet. Mais il y en a plein où le téléphone joue le rôle de vecteur, l'air de rien, et puisqu'on parle de téléphone, il y a bien des films qui fonctionneraient plus du tout aujourd'hui avec le portable. Parce qu'il fallait le temps qu'on téléphone, qu'on trouve une cabine, qu'on ait la monnaie comme Woody Allen dans, pardon, le héros de Stanley Kubrick dans J'ai aimé la bombe là. Ah oui, docteur, oui, docteur. Il n'a pas l'argent pour appeler le président et lui dire c'est Woody Allen dans un autre film qui mime cette scène. Bref, ce sont des motifs, mais moi ce n'était pas un motif, l'attrait de Jeanne d'Arc. C'était le sujet même. C'était que vient faire Jeanne d'Arc dans toute l'histoire du cinéma. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle vient faire pour moi? Alors moi, je crois que finalement mon histoire est tout à fait banale. Je l'ai toujours prise pour extraordinaire, mais je me prenais pour Jeanne d'Arc quand j'avais 6 ans. Et alors, quand je jouais, je me mettais sous la lampe, j'allumais la lampe, ça y est, je brûlais. Voilà, je faisais des tas de choses comme ça, et je tenais toujours à jouer le rôle de Jeanne d'Arc. J'étais une fille, j'étais brûlée, j'étais belle, j'étais jeune, voilà. Bon, ça n'est jamais qu'un des moments de l'évolution de l'éveil sexuel des enfants, ça, hein, je crois, hein, aussi. Et probablement que le film qui m'a marqué, que finalement personne n'a vraiment vu, puisqu'on en a eu la version complète que dans les années 2000, était le film de Fleming avec Ingrid Bergman, où Jeanne brûle à la fin avec Ingrid Bergman en 48. Et ce film, en réalité, il a eu tellement d'histoires qu'il a été coupé, qu'on a trouvé la version complète que dans les années 2000. Mais c'est une anecdote. Mais moi, j'avais vu ça. J'avais en 48. Je l'ai pas vu en 48 parce qu'à l'époque, les films duraient longtemps dans les salles. J'ai dû le voir en 52 ou 53. C'est-à-dire que j'avais 10 ans. Et je ne rêvais que d'être Ingrid Bergman. Un peu comme Rossellini. Et donc, il y a cet attrait personnel, cet attrait d'un enfant, mon identification constante, favorite. On m'offrait des livres là-dessus parce qu'on savait que j'aimais ça. Mais je crois que finalement, c'est l'histoire de beaucoup de monde que d'avoir été impressionné très enfant par Jeanne d'Arc. Voilà. Et il y a peut-être ce secret déjà derrière d'un attrait infantile, archaïque, pour ce personnage qui est secrètement sensuel et sexuel.
très secrètement, alors qu'elle est pucelle, évidemment. Le fait même qu'elle soit pucelle doit être tout à fait excitant, d'ailleurs. Hein, l'imaginaire de ces gens-là. Dans Mais l'imaginaire, ouais. surtout, alors, laissons tomber cet aspect anecdotique, finalement, pas tant que ça, pour reprendre au sérieux cette notion d'attrait. Vous me demandez ce qui m'attire. Et moi, je constate une chose, c'est que la collection s'appelle l'attrait. Donc, qu'est-ce que c'est que cet attrait? Le cinéma est une attraction, c'est bien connu. Dès le début, hein, il est une attraction, le cinéma d'attraction, on le met dans les stands, voilà, on appelle ça une attraction, curieusement. Le cinéma comporte des stars, des étoiles. Les étoiles, c'est l'attraction universelle. Et autour de la star, il y a une galaxie, il y a une constellation de gens qui s'organisent pour se mettre autour de ce soleil qu'est la star, qui s'appelle comme ça. Moi, j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai inventé, le mot star. Bon, on a donc cette idée d'attraction. Et quand on prend au sérieux, comment ça se fait que le cinéma a été attiré irrésistiblement par Jeanne d'Arc, on n'est pas loin de dire oui, il faut, quand Paini me dit il faut que tu écrives quelque chose qui s'appelle l'attrait de Jeanne d'Arc, eh bien, il faut que tu prennes ce mot très au sérieux. Qu'est-ce qui a attiré le cinéma dans Jeanne d'Arc? Alors là, je conçois qu'on est très loin de la notion de motif, mais on est très près de la notion d'attrait. Donc je respectais au fond le contrat, cette contrainte du titre, et malheureusement cette contrainte aussi qu'il fallait en parler en 100 pages. Alors là, ça devenait un peu la bouteille à l'encre. Parce que si on pose la question comme ça, qu'est-ce qui attire dans le cinéma? On va s'apercevoir, et peut-être que c'est ça qui va ordonner au fond une bonne partie de notre entretien, on s'aperçoit qu'à tous les moments clés de l'histoire mondiale du cinéma, Jeanne d'Arc est présente. Je dis mondiale parce que les Français n'ont pas été les plus prolixes, les plus féconds dans l'affaire de Jeanne d'Arc. Ni à la télévision, ni au cinéma, ce sont presque les derniers à avoir traité de Jeanne d'Arc. Bien des gens en ont traité avant les Français. Alors, quand on regarde toute l'histoire, évidemment, au départ, l'invention du cinéma est française, hein, c'est Lumière et c'est Méliès. Je dis l'invention du cinéma, je souris parce que Godard dit toujours que c'est l'invention du petit commerce de cinéma qui est né là. Hein. Mais bon, laissons tomber. Il a inventé la salle, dit Godard. Il a inventé l'écran, il n'a pas inventé le cinéma. Mais Méliès, en revanche, a inventé le cinéma. Eh bien, tous les deux, parmi les premiers actes qu'ils font, Lumière fait un 40 secondes, une vue sur Jeanne d'Arc, l'exécution de Jeanne d'Arc, et va filmer la maison de Don Rémy en 1898. Et avant lui, Méliès fait, on en a perdu des morceaux, on le voit sur YouTube tout ça, hein, si on cherche. Un film, dit-il, alors ça c'est le sous-titre donné par Méliès lui-même, film à grand spectacle en 12 tableaux. Vous enlevez le à grand spectacle et vous avez film en 12 tableaux. Vous savez de quoi film en 12 tableaux est le sous-titre? De vivre sa vie. Voilà. Vivre sa vie. Film en 12 tableaux. Où on voit, au début du film, Anna Karina est entrée au cinéma qui s'appelle le cinéma Jeanne d'Arc et qui a disparu aujourd'hui, qui était à Saint-Marcel. Et on voit l'enseigne du film de Jeanne d'Arc, qui est montrée en exergue dans le livre. Et dedans, on voit Anna Karina pleurant devant Falconetti, qui est du film de Dreyer, Jeanne d'Arc. Et qu'enfin, pour boucler la boucle, en 1962, à Venise, on montre en même temps Vivre sa vie et le procès de Jeanne d'Arc de Bresson. Il faut le faire quand même. Hein. Alors, donc, moi je dirais que si j'ai dit ça et que si on commence à tirer les fils de cette petite histoire que je vais me raconter, on tire tous les fils. Mais on va les tirer ensemble parce que comme ça, c'est trop implicite. Donc, on a la naissance du cinéma. Si je veux continuer, et après je m'arrêterai parce que je vais prendre la parole, parce que sinon,
Ah, mais c'est quand même passionnant. C'est quand même Je peux ça en reste. parler jusqu'à la fin, comme ça, et puis vous me regardez faire. Je sais pas que c'est bon. Mais il y a eu la naissance donc du cinéma. Après, il y a eu la naissance du cinéma à grand spectacle, toujours dans le muet. Il y a un certain Cécile B2000 qui, en 1916, fait un Jeanne d'Arc de 2 heures, 140 minutes, muet. Pourquoi est connu Cécile B2000? Il est connu pour ses 10 épopées, là, Le Roi des Rois, Le Signe de la Croix, Les Croisades, le Cléopâtre, Samson et Dalila, Les 10 Commandements, son premier et son dernier, puisqu'il en a fait 2, les 10 Commandements, Le Roi des Rois. Bon, il a fait 10 épopées dans sa vie. Quand vous parlez de Cécile B2000 aujourd'hui, tout le monde vous dit, ah oui, celui qui fait des films d'épopées historiques, on le connaît que pour ça. Enfin, les cinéphiles, non. Les cinéphiles savent que c'est un grand auteur de comédie dans l'âge d'or du muet. Voilà. Exactement. Vous le savez, mais beaucoup de gens réduisent Cécile B2000 aux 10 commandements. Exactement. Exactement. Et or, Jeanne d'Arc, c'est sa première épopée des 10. Il fonde ce style qui va le rendre unique dans l'histoire du cinéma. Bon, après, on ne parle pas du personnage, il est comme il est, on s'en fout. Mais juste avant, en 1915, vous en parliez vous-même, il fait Forfaiture, qui est révolutionnaire dans l'histoire du cinéma. Un film d'1 heure qui révolutionne le cadrage. Enfin, c'est formidable ce qu'il fait là. Et c'est en 1916. Non, mais quand je l'ai appris, ça, je suis resté assis. En 1916, c'est son 25e film. Et sa première épopée. Mais il a déjà fait 25 films en 1916, Cécile B2000, alors que moi, j'allais au cinéma, je voyais les 10 commandements, quoi. Hein, et je croyais qu'il c'était mon contemporain, ce type-là. Mais pas du tout. C'est un dinosaure, Cécile B2000. Il parcourt l'histoire du cinéma depuis le début. Et il naît comme faiseur d'épopée avec Jeanne d'Arc. Il est américain. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui à qui il faut demander qu'est-ce que tu fais dans cette galère. Pourquoi moi? C'est lui. Ensuite, et après, je m'arrêterai parce que ça donnera une bonne scansion. Je passe sur un film de Gastine qui a eu le grand mérite de faire un film de 3 heures sur Jeanne d'Arc en 29, et où c'est le premier, alors lui, c'est le premier à sortir de la tradition des matrones qui jouent Jeanne d'Arc au théâtre et au cinéma, et il prend une fille de 16 ans qui s'appelle Simone Genevoix, qui est une beauté extraordinaire. Alors là, quand on parlait des ressorts archaïques, hein, de la représentation de la jeune fille, hein, là, dans Gastine, on est servi. Hein. Parce que la Jeanne de Cécile B2000, elle n'est pas très excitante. C'est une grosse vieille qui se crucifie sur une fleur de lys. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Et donc, elle, la Simone Genevoix, elle est magnifique. Et je ne sais plus comment s'appelait de Gastine, son nom, j'ai oublié. Il s'appelait, je vais le retrouver, Marco. Et il a fait un film qui s'appelle La merveilleuse histoire de Jeanne. Et ça dure 3 heures. 8000 figurants. Il invente, quand je vous dis qu'elle est au rendez-vous de toutes les inventions, il invente le tournage en extérieur dans toute la France avec des caméras mobiles et des prises de plusieurs caméras. Et il fait ça. Voilà. On passe dessus, mais on passe moyennement parce que Chris Marker a reconnu ce film comme étant un des plus grands. Le film de Gastine dont je parle et que personne ne connaît. Marcel Hanoun le cite, lui qui va revenir faire sa propre Jeanne. Et Georges Duby, l'historien, dit c'est un des films historiques les plus précis qu'on fait sur la question. Il redira ça de Rivette. C'est tout. Georges Duby. Bon, mais laissons de ce côté, parce que on le voit difficilement, ce film. Enfin, on peut le voir. En cherchant, on trouve tout sur YouTube, hein, en cherchant. Mais il témoigne là, en tous les cas, des progrès considérables que fait dans ces années-là la technique, les caméras mobiles, les figurants et la production qui sont là. Mais surtout, c'est Dreyer, qui est le cas extraordinaire. Dreyer voulait faire un film parlant. Le premier film parlant de l'histoire du cinéma devait être
Jeanne de Dreyer. Il s'installe, il a ce projet. Il part à Paris parce que c'est là qu'on a les meilleures machines, les meilleurs studios visuels. Il a la promesse qu'on va avoir des machines américaines pour faire le son. Il prend des acteurs français de théâtre, pas de cinéma muet et de pantomime, des gens qui jouent et qui parlent au théâtre. Il les fait répéter le texte. Il joue avec ces gens en enregistrant l'articulation, le son devait venir, il ne vient pas, parce que les Américains refusent les machines. Mais c'est un accident. Un sourd-muet, aujourd'hui, qui voit le film de Dreyer, voit un film parlant. Parce qu'il n'a qu'à lire sur les lèvres. De Français qui parlent. Et c'est Antonin Artaud et c'est Falconetti, qui sont des hommes de théâtre, qui ne sont pas du tout des gens de la pantomime muette. Alors après, il y a une façon de filmer qui est comme ci, qui est comme ça, mais qui est aussi, à mon avis, très très belle, avec ses gros plans, etc., dont on peut faire la mouche qui est sur le visage de Falconetti, enfin bon, une merveille. Il est le premier film parlant. Alors, historiquement, il ne l'est pas. D'ailleurs, encore moins Le chanteur de jazz, le premier film parlant, qui a été le dernier film muet, c'est Hitchcock, avec Blackmail. Ça a été son dernier film muet, son premier film parlant. Et encore, celui-là, il est sur 6 séquences. Hein, quant au chanteur de jazz, c'est un disque qui est là. Enfin, je veux dire ça. Mais oui, le film de Hitchcock, c'est bien ce film-là où, pendant le film, on passe du muet au parlant, on est bien d'accord. Avec la goutte d'eau, je crois, si je me souviens bien. Voilà, il y a 6 séquences qui sont parlantes. Voilà. Oui. C'est blackmail, chantage. Exactement. Mais restons dans le silence, dans la parole, parce que ça, c'est quelque chose de très important dans ce livre, ne serait-ce que d'accorder l'évolution de la langue dans les films de Jeanne. Ça peut être soit du silence mystique au français contemporain, et puis il y a aussi le passage de Jeanne dans les années 60 avec Kahn, avec Bresson. Pour vous, c'est un tournant majeur par rapport à la parole. Il y a, en tout cas, l'évolution de Jeanne, que ce soit du silence à la parole, c'est très important d'analyser ça. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait ça en 3 chapitres dans mon livre, et je dis d'abord quelle est la naissance du cinéma muet, puis après je parle de l'attrait des langues, parce que ce qui est tout à fait fondamental dans le film de Dreyer, paradoxalement muet, et le film de Bresson, qui est le même sujet, le procès de Jeanne d'Arc. Ce qui est important, c'est la parole de Jeanne. C'est ça qu'on enregistre. On enregistre ces répliques, ces fameuses répliques, Dieu y pourvoira, Dieu reconnaîtra, enfin, toutes ces fameuses répliques qui sont écrites. Parce que il y a une chose extraordinaire dans l'histoire réelle de Jeanne. On a les minutes du procès qui sont écrites mot par mot à la bibliothèque du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui sont déposées et qu'on voit en générique dans le Dreyer. Et on a la parole enregistrée comme s'il y avait un magnétophone, mot pour mot. Et ce procès, personne ne peut... Enfin, c'est pas une légende, Jeanne d'Arc. Une fille de 19 ans, une fille de 16 ans, part à la tête d'une bande de gens, va en France, amène le roi à son sacre, fait des batailles, mais je veux dire, mais ça c'est vrai. C'est ce que dit Duby. Il dit on n'en revient pas de ce qui se passe là. C'est une histoire incroyable en fait. C'est pas du tout une... Elle a existé. Il y a même eu un procès en réhabilitation après, 20 ans après, où on ressort ces minutes des procès. On a les mots pour mots comment Jeanne a parlé aux juges et comment les juges lui ont parlé. Et tous reviennent à cette parole. Donc, il n'y a rien de plus important que la parole de Jeanne, que le langage de Jeanne. Alors, paradoxalement, elle est en muet, mais on comprend bien que Dreyer voulait faire un film parlant. Elle n'a pas de sens profond tant qu'elle ne parle pas. Or, le procès de Jeanne d'Arc, Dreyer, ça s'appelait La Passion de Jeanne d'Arc, mais c'est le procès. Et Bresson, le procès de Jeanne d'Arc, c'est le premier film dans toute l'histoire du cinéma concernant Jeanne d'Arc qui parle français.
toutes les Jeanne d'Arc précédentes, dont je parle, mais qui existent, parlaient d'autres langues que le français. Alors, Bresson est le premier, en quelque sorte, à donner sa parole à Jeanne. Ça a failli être Dreyer, mais c'est pas lui. C'est Bresson qui le fait. Et ce que Jeanne appelait la douce langue de France. Elle-même le savait qu'elle n'existait que par sa langue, que par sa voix. Alors on dit qu'elle entendait des voix, mais elle était une voix elle-même. Voilà. Et bon, évidemment, ces voix, on ne les entend pas chez Bresson. Hein. Elle dit qu'elle les entend, mais on ne les entend pas comme on peut les entendre dans l'épopée de Cécile B. 2000, évidemment. Mais qui elle, est une hagiographie. Mais quand on s'en tient au procès, comme Bresser et Drayon, j'allais dire, comme Dreyer et Bresson, la parole, et c'est le primat de la parole qui compte, le primat du texte, le primat de la langue. C'est quelqu'un qui parle. Voilà. Et les juges aussi parlent. Le problème est qu'ils ne parlent pas la même langue. Godard dirait qu'ils ne parlent pas le même langage. Exactement. Il y a beaucoup de choses à dire, sur le livre, hein, vraiment beaucoup, comme on n'aura malheureusement pas le temps. Donc, il y a quand même quelque chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'en plus de cela, vous avez envie d'en parler, hors caméra, vous me le disiez. Ma question est très simple. Comment vous analysez l'appropriation de la figure de Jeanne par les régimes totalitaires, et notamment nazis et pétainistes? Le premier film parlant historiquement, c'est Das Mädchen Johanna, en 1934, tourné pour Goebbels et Hitler par le régime nazi. C'est la première fois que Jeanne parle au cinéma, elle parle nazi. Enfin, elle parle allemand, elle parle nazi. Elle parle nazi pourquoi? Parce que Hitler, à ce moment-là, en 1934, 1935, il a nommé Goebbels directeur de la propagande et responsable de tout ce qui est cinéma et de l'arianisation de tous les films. On jette tous les juifs metteurs en scène pour arianiser le cinéma. Et surtout, il dit « Jeanne, c'est moi ». Ouais. Faut du culot quand même. Quand je vous disais qu'il y avait une appropriation au Vatican, mais il y en a une première là, qui est de taille et qui dit « Jeanne, c'est moi » parce que Jeanne, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend que les Français doivent jeter les Anglais hors de France. Moi, je veux jeter les Anglais hors d'Europe. Et en plus, non seulement je veux jeter les Anglais hors d'Europe comme Jeanne, mais dans mon pays, je suis Jeanne. Parce que je veux jeter tous ces accapareurs, etc., qui luttent comme ça, exactement comme ces juges là qui étaient intéressés à l'argent et tout ça. Et lui, c'était l'âme pure qui se dressait pour redonner la voix du peuple, le folk. Hein. Et Jeanne, il dit c'est moi. Alors, il fait un film. Il fait un film. C'est pas Hitler qui le fait. C'est Ussiki, qui est un cinéaste autrichien. Hitler était autrichien. Donc il fait un film qui s'appelle la bonne Jeanne, Das Mädchen Johanna, la servante Johanna, et ce film parle donc allemand. Voilà. Alors ça commence comme ça. Au même moment, et même avant, Lénine puis Staline considère que le cinéma est un puissant moyen de propagande. Le cinéma, il était muet à l'époque de Lénine déjà, mais quand il devient parlant, alors là, est-ce que ce n'est pas au fond ce que voit le dictateur de Chaplin? La puissance de la parole, alors qu'elle n'a pas de sens, le volapük, et cette façon qu'il a de rendre sonore, de rendre parlant le film avec un langage qui n'a pas de sens, mais qui a de la qui est de la marque. Et Chaplin montre une réalité qui est que Hitler et Goebbels sont persuadés, à juste titre, que le cinéma est un instrument de propagande
inégalable. Et Staline va le faire, y compris avec des génies comme Eisenstein. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc, on a, en d'autres temps, nous avons parlé de Tarkovsky. Et Tarkovsky se méfiait d'Eisenstein parce qu'il disait c'est un mensonge idéologique, ce type-là. Il fait des montages. Moi, je ne veux pas monter comme ça. Moi, je veux faire autre chose. Et Eisenstein, il lui reprochait, au fond, d'avoir mis le cinéma au service d'une idéologie, par le montage. C'est un reproche que fait Tarkovsky à Eisenstein, ça. Et je crois que c'est ça. Ces gens-là, les régimes totalitaires, donc, dont vous le parliez, les deux importants sont le nazisme et le stalinisme, utilisent le cinéma comme arme de propagande. Il n'y a pas, à ma connaissance, de Jeanne stalinienne. Mais il y a une Jeanne soviétique, qui est de Gleb Pamphilov en 1970, un très beau film, mais qui n'est pas fait par un rebelle, qui est fait par un type qui est membre du Parti communiste, qui montre une jeune ouvrière des kolkhozes, qui est prise dans le miroir du cinéma, et qui donc est légèrement critique parce qu'en 1970, on a un peu de légèreté qui arrive avec Khrouchtchev et que donc on peut se permettre un certain nombre de petites critiques latérales sur le système. Et Gleb Pamphilov le fait très bien et c'est très beau, un très beau film. Il faut le voir si on peut avoir l'occasion de voir le début, ça s'appelle, de Pamphilov. Et donc il y a un film soviétique. Alors celui-là, j'ai fait un léger décalage des chronologiques parce qu'il est après le Bresson. Mais les premières langues donc sont l'allemand, et puis après on a le cinéma américain. Alors le cinéma américain qui s'en occupe en 1948, donc après la guerre, et qui instrumentalise aussi le mythe de Jeanne d'Arc parce qu'ils disent Jeanne d'Arc c'est nous. On a libéré la France. Et donc, quand vous regardez le merveilleux film de Fleming, parce qu'il faut le voir, ce film quand même, aujourd'hui même avec ses vitres peints, ses vitraux peints, enfin ses faux décors, et tout un formalisme qui est hallucinant, et une très belle couleur, le Technicolor de l'époque, mais il montre des champs de bataille qui sont les croix de bois de Dorgelès, qui sont avec les panoramas, les cimetières avec les morts de la guerre de 14, plus que de 39, mais enfin, dans l'imaginaire, ça revient au même. Hein. Il n'y a pas le champignon atomique, évidemment, mais il y a cette guerre moderne qui a été menée, cette guerre de libération, disent les Américains, qui a été menée en Europe par eux. Et donc, Jeanne, de quoi elle témoigne dans l'histoire du cinéma à ce moment-là? Elle témoigne du déferlement du cinéma américain sur l'Europe d'après-guerre. Celle dans laquelle moi j'ai grandi, par exemple. Il faut se rendre compte qu'on ne voyait que des films américains qui parlaient de la guerre de Corée, qui parlaient des cow-boys, qui parlaient des Indiens, qui parlaient de Jeanne, mais tous au service de la puissance américaine pour dire nous sommes les rois du monde, nous sommes les maîtres du monde, nous sommes les maîtres du cinéma. Donc, évidemment, c'est moins terrible que les régimes totalitaires, mais ça participe de l'utilisation de Jeanne d'Arc et du cinéma comme un élément de puissance. Et Jeanne d'Arc est un ingrédient de choix dans cette affaire. On l'utilise. Donc en 1948, elle parle anglais. Voilà, elle parle anglais. Et puisque Ingrid Bergman joue là-dedans, vous savez que c'est après ce film que Rossellini l'enlève. Et il emporte Bergman et Jeanne. Parce que Bergman, c'est Jeanne. Il emporte Bergman et Jeanne en Italie. Ils restent plusieurs années ensemble. Ils font les 5 films qu'on connaît, quoi. Stromboli, dans l'ordre, je ne sais pas ce que je vais dire. Voyage en Italie, Stromboli, là, je ne le dis pas dans l'ordre. L'Europe 51, La Peur. Et avant de se quitter, ils font un Jeanne d'Arc. Jeanne au bûcher. Jeanne au bûcher sur la musique de Heidegger. Et cette Jeanne, elle a la robe qu'elle porte sur le bûcher de Fleming. On reste bavard quand on voit ça. On reste bavard. Autrement dit, Rossellini, le fondateur, enfin,
je me suis fait parfois reprocher par mes amis qui m'ont dit mais comment tu peux dire que les 5 films de Rossellini, hier encore, quelqu'un me le disait, ont fondé le nouveau cinéma mondial. Comment tu peux dire des choses pareilles? Bah oui, je le dis, parce que le voyage en Italie, c'est ce qui impressionne absolument tout le monde à ce moment-là. Rossellini, c'est le maître à penser de toute cette génération. Et Jeanne Aubuchet en particulier, Jacques Rivette et François Truffaut en font l'éloge en 55. Et ce sont ces gens-là qui vont lancer le cinéma. Je vais vous raconter quelque chose. À bout de souffle. Il y a la Jean Seberg. Jean Seberg, tout le monde a vu qu'elle est coiffée avec la coiffure Jeanne d'Arc. Elle n'est pas avant. Elle est juste avant, chez qui? Chez Preminger. En 57, où il fait un magnifique Jeanne d'Arc. Enfin, il n'est pas magnifique, le film. C'est Jean Seberg qui est magnifique. Elle est extraordinaire dans ce film. Elle a 17 ans, elle est d'une impertinence rare. Moi, je comprends qu'il ait craqué, Godard. On dit toujours que ça vient de Bonjour Tristesse qui est après, parce qu'elle a toujours cette même coiffure, et qu'en France, Bonjour Tristesse a été plus connu que le Preminger. Mais c'est pas vrai. Parce que ça venait de Sagan, c'est pour ça. Tout ça voilà, c'est surtout ça. Mais en réalité, la Patricia d'À bout de souffle, elle vient pas, comme on le dit, de Françoise Sagan, même si chronologiquement c'est plus près, elle vient de Preminger. Parce qu'elle est là, avec les cheveux coupés, et il le dit, Godard, pour qui veut l'entendre. Ils sont à l'hôtel, il y a la scène où ils sont à l'hôtel. Comment s'appelle l'hôtel? L'hôtel de Suède. Et Patricia dit à Belmondo, enfin à Michel Poicas, elle lui dit « Je n'aime pas m'appeler Patricia. J'aurais voulu m'appeler Ingrid. » C'est dans les dialogues d'À bout de souffle, ça. Si on ne fait pas les bons rapprochements, on ne l'entend pas. À l'hôtel de Suède. Comment on peut dire les choses plus clairement, hein, d'un homme qui, par ailleurs, dans ces mêmes années, a le projet de faire un Jeanne d'Arc. Et que c'est Daniel Delorme qui raconte dans ses mémoires qu'il était furieux parce qu'on avait acheté les droits théâtraux de la pièce de Bernard Shaw, qui est la base du film de Preminger, et que lui, il voulait faire un Jeanne d'Arc, et qu'on lui avait soufflé les droits théâtraux sous le nez, donc il était dans une colère folle. Donc Daniel Delorme témoigne dans ses mémoires, dans ces années-là. Et après, il l'a fait réapparaître, là, comme je vous ai dit, dans Vivre sa vie sous cette forme, etc. Godard est fasciné par la figure de Jeanne d'Arc. Je raconte même, curieusement, un petit lapsus qu'il fait où il parle de lui au féminin, et où il dit « j'entends des voix ». Et que Rivette, quand il parle de Godard, il dit « c'est quelqu'un qui s'est toujours pris pour Jeanne d'Arc ». C'est Rivette qui le dit, c'est pas moi. J'ai les textes dans le livre que vous avez dans la main. Alors, donc, ce personnage est fascinant parce que justement, il a partie liée, moi c'est ça que je pense, il a partie liée avec l'essence même du cinéma. Montrer une femme qui résiste, qui a sa propre voix, qui entend des voix. Au cinéma, c'est quand même très important. On est là pour ça, pour entendre des voix. Donc, c'est plus une figure de révolte que de soumission. Ah, de toute façon. Ouais. En tous les cas, elle carbure en permanence pour Bresson, pour Godard, pour Rivette, pour Dumont à la fin, dans Jeanne. Vous en parlez, ouais, effectivement. Bon, alors après, bon, évidemment, même pour Luc Besson, mais moi, ça, ce film ne m'intéresse pas. Parce qu'il parle d'autre chose en réalité. Mais pour Marcel Hanoun, sur YouTube, voilà, ça c'est un film qu'on n'a jamais diffusé, que personne n'a jamais vu, qui n'a même pas jamais existé en DVD, et je me suis aperçu avant-hier qu'il est sur YouTube. Eh bien, regardez-le. Ça s'appelle Jeanne aujourd'hui, ça dure 1 heure, il est sur YouTube. En ce moment. Peut-être ça ne durera pas longtemps, mais c'est à voir, c'est à voir. Et là aussi, c'est une figure, enfin évidemment, méta-cinéma, enfin je veux dire une actrice en train d'apprendre le rôle de Jeanne pour que Marcel Hanoun fasse un film sur elle, etc. Et donc elle a rien, elle a juste son petit mouchoir et son petit cheval en bois à la Marcel Hanoun, quoi. On n'a pas d'argent, voilà.
on fait ça avec les moyens du bord. Mais c'est formidable, c'est formidable. Donc on a là encore l'idée que ça a partie liée avec l'histoire du cinéma. L'attrait de Jeanne d'Arc, c'est édité chez Yellow Now et dans la collection Motifs. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de l'éditeur. On a dit 0,01% comme d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, après avoir écouté cette émission, il faut vous le procurer. Merci Maurice, c'était une fois de plus encore un plaisir de vous écouter. Et vous n'êtes absolument pas bavard. Je dirais que vous êtes généreux dans vos propos. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'arrêtez pas de me dire je suis bavard. Non, je n'êtes pas Je vais bavard. rien dire parce que je vais finir par m'excuser d'être génial. Alors on laisse. C'est la phrase de l'émission. D'ailleurs, on ne retiendra que ça. Allez, bonne soirée et à très bientôt, Samir. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.